Bon, écoutez, maintenant on va accueillir l'intervenant qui va vous montrer, ce sera moins de la chimie, mais plutôt directement qui va se concentrer au problème d'interface sur ces batteries. Et il va, dans ce cas, couvrir différentes sortes de batteries et comment, par des mesures d'XPS, on peut voir, je dirais, in situ, j'espère, ce qui se passe à l'interface. Donc c'est Rémi de Bruyère, qui est professeur à Pau et qui va vous raconter tout cela. Merci. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup Jean-Marie de m'offrir l'opportunité de parler dans cet amphithéâtre, dans ce lieu. Donc, je suis professeur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Ma spécialité, c'est les interfaces dans les systèmes de stockage électrochimique de l'énergie, donc en particulier les batteries au lithium. Je vous parlerai un petit peu de spectroscopie XPS pour les besoins de l'exposé, et puis je basculerai ensuite sur les applications, donc les problématiques d'interface dans différents systèmes, en apportant un regard particulier sur les systèmes qui sont étudiés aujourd'hui, c'est-à-dire les nouveaux systèmes dits post-lithium-ion. Alors, pourquoi les interfaces ? Alors, on s'intéresse beaucoup aux interfaces dans ce domaine des batteries. Alors, un petit rappel sur ce qu'est une batterie au lithium. Donc ici, le schéma général d'un accumulateur lithium-ion. Donc, les deux matériaux d'électrode, positifs et négatifs, sont tous les deux des matériaux d'insertion d'ion lithium. Vous avez ici l'électrode négative, ici l'électrode positive, qui, lorsque la batterie est déchargée, est la source d'ion lithium. Donc, lors de la première charge, les ions lithium vont migrer de l'électrode positive vers l'électrode négative via l'électrolyte. Et nous avons ici ces fameuses interfaces qui vont être le lieu de beaucoup de phénomènes physico-chimiques. Alors, pour comprendre l'importance de ces phénomènes physico-chimiques, un petit diagramme énergétique de la batterie ici. On a ici le matériau d'électrode négative avec son niveau de Fermi, le matériau d'électrode positive avec son niveau de Fermi. Donc ici, j'ai pris l'exemple du graphite lithié et puis de LiCO2. Et lors de la décharge de la batterie, eh bien, le matériau d'électrode négative va transférer des électrons au matériau d'électrode positive. Si on laisse la batterie se décharger complètement, il va y avoir égalisation des niveaux de Fermi. Alors ceci, eh bien, on peut le traduire également en différence de potentiel. Donc ici, on a la différence de potentiel entre le matériau d'électrode négative et le matériau d'électrode positive. Les potentiels sont gradués ici vers le bas, quand les énergies sont graduées vers le haut. Lorsque on décharge la batterie, eh bien, on va avoir ici une diminution du potentiel de la batterie. Alors, si on rajoute dans ce schéma le positionnement de l'électrolyte. Alors, donc, on a ici le niveau de Fermi de l'électrode négative, le niveau de Fermi de l'électrode positive, et on place l'électrolyte. Alors, l'électrolyte est constitué d'un sel dissous dans un solvant. Donc, on va considérer ici non pas un matériau, mais en fait des espèces moléculaires, d'où sur le diagramme énergétique des orbitales. Donc, ici, la plus basse inoccupée, vacante, et puis la plus haute occupée. Alors, si dans ce schéma énergétique, les niveaux sont placés les uns par rapport aux autres de cette façon-là, tout se passe bien. Malheureusement, dans la plupart des systèmes, eh bien, on a un matériau d'électrode négative à très très bas potentiel. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que bien, les électrons présents dans ce matériau vont être en contact direct avec l'électrolyte. Donc ici, vous avez une orbitale qui est vacante, et donc rien n'empêche les électrons eh bien, de partir des niveaux du matériau vers cette orbitale vacante. Et donc tout ça, eh bien, ça s'appelle tout simplement une réduction. Donc vous avez décomposition de l'électrolyte par le matériau d'électrode négative du fait de son potentiel redox très très bas. Et donc vous avez réduction de l'électrolyte. Bien entendu, l'électrolyte, son rôle, ça n'est pas d'être réduit, c'est de transporter les ions lithium. Donc si ça se passe de cette façon-là, eh bien, la batterie ne peut pas fonctionner. Donc en fait, les batteries lithium-ion fonctionnent aujourd'hui grâce eh bien, à la formation d'une interface entre l'électrode et l'électrolyte. Donc ici, on parle d'interphase, parce que ça va être une phase, interphase solide-électrolyte, c'est-à-dire une phase solide qui va se comporter comme un conducteur d'ion lithium, qui va être isolante électroniquement parlant, donc en fait qui va bloquer ce phénomène de réduction, de transfert d'électrons du matériau vers l'électrolyte, et de cette façon, la batterie peut fonctionner. S'il n'y a pas formation de cette interphase solide-électrolyte, la batterie ne peut pas fonctionner. Alors du côté de l'électrode positive maintenant,
eh bien, on a un petit peu la même chose. Si la configuration des niveaux d'énergie est de cette façon-là, eh bien, il n'y a pas de problème. Pour les matériaux standards, on va dire un petit peu comme LiCO2, eh bien, en fait, les niveaux sont bien positionnés. Par contre, si on essaye d'aller chercher des matériaux à plus haut potentiel pour augmenter la densité d'énergie des batteries, eh bien, on risque d'avoir au contraire un phénomène d'oxydation, c'est-à-dire ici transfert des électrons des plus hautes orbitales occupées dans l'électrolyte vers le matériau, donc avec oxydation de l'électrolyte. Donc dans ce cas-là, eh bien, il faut être capable également de former une interface passivante entre le matériau d'électrode et l'électrolyte. Donc ce problème se pose pour les matériaux à très haut potentiel. Alors, pour l'électrode de graphite, qui reste aujourd'hui une référence dans les batteries lithium-ion, eh bien, l'interface solide-électrolyte a également un rôle supplémentaire qui est de bloquer le phénomène d'exfoliation du graphite. Alors, le graphite est un matériau lamellaire et lorsque le lithium va s'insérer entre ses feuillets, eh bien, le lithium qui est en solution dans l'électrolyte va devoir tout d'abord se débarrasser eh bien, de sa cage de solvatation, de sa sphère de solvatation, c'est-à-dire des molécules de solvant qui l'entourent. Et malheureusement, eh bien, dans certains cas, il ne va pas réussir à se débarrasser de cette sphère de solvatation et vous pouvez avoir un phénomène de co-intercalation du solvant. La structure du graphite ne peut pas résister à ce phénomène-là et donc vous avez un phénomène d'exfoliation qui détruit le matériau. Alors ceci se produit lorsqu'on a un mauvais choix de solvant dans l'électrolyte. Donc avec un bon choix de solvant, eh bien, on va réussir à former une interphase, donc ici solide électrolyte, qui va être perméable aux ions lithium mais imperméable aux molécules de solvant. Et donc ça, c'est le rôle supplémentaire de la SEI dans le cas du graphite. Bien, pourquoi un mystère? Donc les interfaces sont un mystère, en effet. Alors je vais citer les paroles de Jean-Marie Tarascon dans un article que j'ai trouvé. Donc ici, c'est traduit. Donc la SEI peut être considérée comme un cadeau de la nature puisqu'on a dit que les batteries ne peuvent pas fonctionner sans elle. Mais c'est également un mystère parce que, en effet, en dépit de toutes les techniques et méthodes expérimentales qu'on a utilisées pour étudier cette SEI, après des décennies d'études, eh bien, en fait, beaucoup d'aspects de la formation de ces SEI ne sont pas totalement compris. Alors, ces couches de passivation qu'on appelle SEI, comment se forment-elles? Alors, il s'agit de dépôts de produits de dégradation à la surface de l'électrode, dégradation des solvants et du sel qui est dissous dans ces solvants. Alors, le premier modèle a été décrit en 1979 par Peled pour l'électrode de lithium, et puis ce modèle a été étendu ensuite pour l'électrode de graphite, ce qui a permis de développer la technologie lithium-ion. Alors, l'électrolyte, c'est un sel, en général LiPF6, dissous dans un mélange de carbonate. Donc, il est admis qu'on a un phénomène de réduction lors de la première charge de la batterie. Donc, ici, un phénomène de réduction du côté de l'électrode négative, conduisant à la formation de ces espèces. Alors, bien entendu, ce schéma est extrêmement simplifié, puisque si on relève tous les mécanismes qui sont cités dans la littérature, ils sont extrêmement nombreux. Donc ici, vous avez un recueil de mécanismes cités dans la littérature pour expliquer la formation de ces couches d'après des mécanismes de réduction des solvants. Donc vous avez différentes molécules organiques, des carbonates, qui sont utilisées pour les solvants. Donc vous avez ces différentes réactions de réduction qui sont impliquées. Alors, il n'est pas forcément nécessaire que toutes soient présentes, mais toutes ces réactions ont du sens. Donc, on voit qu'elles sont extrêmement nombreuses et que les réactions qui potentiellement, les espèces qui potentiellement peuvent se trouver à la surface des électrodes, eh bien, il y en a beaucoup. Et le mélange est extrêmement complexe. À cela, on peut rajouter eh bien, toutes les réactions qui potentiellement concernent le sel lui-même, donc LiPF6, qui est un composé chimique assez réactif, qui a une réactivité vis-à-vis de l'eau, une réactivité en tant qu'acide de Lewis, etc., etc. Donc vous avez un certain nombre d'espèces qui peuvent se retrouver également à la surface des électrodes. Alors comment s'y retrouver dans tout ça? C'est une des raisons pour lesquelles il reste encore une part de mystère dans la formation de ces couches. On a différents modèles morphologiques qui ont été décrits. On a parlé des réactions chimiques, il y a également des modèles morphologiques. Donc vous avez une succession de modèles au fur et à mesure des avancées, avec d'abord des modèles en couches, puis des modèles en mosaïque, puis des modèles qui se perfectionnent un petit peu. Alors en fait, le point commun entre ces différents modèles, c'est qu'on distingue la répartition spatiale des espèces inorganiques, plutôt proches de la surface de l'électrode, et puis les espèces organiques, plutôt près de l'électrolyte.
Voilà. Alors, ce qui est important de dire, c'est que la formation de ces couches dépend très très fortement des conditions initiales. Hein, c'est-à-dire qu'on a presque un système qu'on pourrait qualifier de chaotique, c'est-à-dire que le moindre changement de composition de l'électrolyte va avoir des conséquences importantes sur la composition et la morphologie de la SEI. C'est pour ça que dans la littérature très très riche sur le sujet, il est très très difficile de trouver des résultats qui se reproduisent d'un auteur à l'autre, voire même pour le même auteur, parce qu'en fonction des conditions qui ont été appliquées, eh bien, il y a beaucoup de résultats qui sont parfois contradictoires. Alors, pourquoi maintenant la spectroscopie de photoélectrons, qu'on appelle XPS? Donc, pour deux raisons. Tout d'abord parce que c'est une technique d'analyse chimique et ensuite une technique d'analyse de surface. Donc, on va s'intéresser à la caractérisation et la compréhension des interfaces. Alors, une bref explication, il ne s'agit pas d'un cours d'XPS, juste pour pouvoir suivre la présentation. Donc, le principe est d'irradier un échantillon avec un faisceau de rayons X, et les électrons dont l'énergie de liaison est inférieure à l'énergie des photons qui sont envoyés vont être éjectés avec une certaine énergie cinétique. Et en mesurant cette énergie cinétique, eh bien, on va pouvoir remonter aux différents niveaux d'énergie occupés par les électrons dans le matériau. Et à chaque fois qu'on a un niveau d'énergie occupé par les électrons, ceci se traduit par la présence d'un pic sur un spectre XPS. Donc, cette méthode a été développée par Kai Zigban de l'université d'Uppsala en Suède, qui a eu le prix Nobel pour ses travaux. Alors, il s'agit d'une technique d'analyse de surface, et cette dépendance à la surface, elle s'explique par le fait que, suite au phénomène physique d'éjection du photoélectron, celui-ci va devoir traverser la matière pour arriver jusqu'au détecteur. Et les électrons, eh bien, en fonction de leur trajet, vont être arrêtés par la matière ou bien vont réussir à traverser et parvenir jusqu'au détecteur. Et donc, en fait, la chance, le pourcentage de chances qu'ils vont avoir de parvenir jusqu'au détecteur va dépendre de leur libre parcours moyen, c'est-à-dire la distance moyenne entre deux chocs inélastiques. Ici, vous avez une modélisation en fait, de ce libre parcours moyen en fonction de l'énergie cinétique du photoélectron. Et pour les énergies courantes dans la spectroscopie XPS, eh bien, ce libre parcours moyen dans la matière est extrêmement faible. Il est de l'ordre de 1 à 2 nanomètres. Donc, en fait, on ne pourra sonder que l'extrême surface des matériaux. Alors, on estime que la profondeur d'analyse est à peu près de 3 libres parcours moyens, puisque dans le signal XPS qui va parvenir au détecteur, vous avez 63% qui vient du premier libre parcours moyen, puis 23% du deuxième, puis 9% du troisième libre parcours moyen. Au bout de 3 libres parcours moyens, eh bien, on a à peu près 95% du signal XPS, ce qu'on considère comme étant la profondeur d'analyse pour les appareils courants de laboratoire, puisque ça dépend de l'énergie des photons qu'on envoie. Alors, ce qu'on va mesurer, c'est une énergie cinétique, et on va la convertir en énergie de liaison. Donc, on a ce diagramme énergétique. Ici, on a l'électron qui va être éjecté. Donc, il va être éjecté avec une certaine énergie cinétique. Donc, cette énergie cinétique, la voilà. On va mesurer l'énergie de liaison du photoélectron, qui est l'énergie qui sépare son niveau de départ jusqu'au niveau de Fermi du matériau. Et vous avez cette fonction de travail. En fait, lorsqu'on éjecte le photoélectron, on doit d'abord le porter jusqu'au niveau de Fermi du matériau, mais il n'est pas encore éjecté, puisque vous devez encore l'extraire du matériau, c'est-à-dire l'amener jusqu'au niveau du vide, qui représente un état d'énergie cinétique nulle au voisinage du matériau. Donc on appelle ça la fonction de travail, qu'on appelle également le travail d'extraction, et on peut y avoir accès par des mesures indirectes. Voilà. Donc en fait, ce qui va nous intéresser, eh bien, en fait, c'est cette grandeur, l'énergie de liaison, qui représente eh bien, l'énergie du niveau qui était occupé préalablement dans le matériau avant le phénomène d'éjection. Alors, cette spectroscopie est intéressante d'un point de vue analyse chimique parce qu'elle va pouvoir donner accès à l'environnement local des atomes. Donc vous avez ici l'exemple d'un polymère avec 4 types d'atomes de carbone en fonction de leur environnement en premier voisin. Donc vous avez ici le carbone en CH2, le carbone avec un atome d'oxygène, le carbone avec 2 atomes d'oxygène et un CF3, et enfin le carbone avec 3 fluors. Donc on voit ici directement l'effet d'atomes voisins électronégatifs. Plus il y a d'atomes électronégatifs dans l'environnement premier voisin, plus l'énergie de liaison des atomes va augmenter. Donc on peut en déduire eh bien, les degrés d'oxydation des éléments et la nature des premiers voisins. Alors vous avez ici un autre exemple avec un métal de transition, le titane. Donc vous avez le titane métal ici, et puis l'oxyde.
Et on voit que pour un degré d'oxydation formel de plus 4, on peut faire la différence entre le soufre et l'oxygène. Alors, pour certains éléments, eh bien, la gamme de variation d'énergie de liaison est très très vaste. Donc, vous avez ici l'exemple du soufre, qui est un excellent élément en XPS, puisque sa gamme de variation en énergie de liaison est très importante, puisque par rapport à la référence soufre élémentaire, on varie de moins 4 électronvolts jusqu'à plus 13. Donc ici, une gamme de variation potentielle de 17 électronvolts, ce qui est considérable. Et on peut voir que sur une série de molécules organiques, ici, eh bien, on a une grande variation, ce qui permet eh bien, de reconnaître les espèces chimiques. Alors, une autre façon d'exploiter les spectres de XPS, c'est l'exploitation des spectres de valence également. Donc ici, il s'agit des électrons qui sont proches du niveau de Fermi, donc dans une zone d'énergie de à peu près 0 à 30 électronvolts. Donc pour un isolant ou un semi-conducteur, la valence, eh bien, c'est ce qui sépare la bande de conduction avec un gap. Et pour les métaux, eh bien, il s'agit des derniers niveaux occupés jusqu'au niveau de Fermi. Alors pour un solide moléculaire, je montrerai un exemple par la suite, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra attribuer dans le spectre de valence eh bien, chacun des pics à une ou plusieurs orbitales moléculaires occupées. Donc, par exemple, ici, pour le benzène, eh bien, on peut reconnaître pour chacun des pics eh bien, le système d'orbitales moléculaires du benzène avec les orbitales sigma. Celle-là, eh bien, ce pic correspond à 2 électrons. Ici, les deux, ce pic correspond à 4 électrons. Et puis, les orbitales moléculaires pi, avec ici 2 électrons, 4 électrons. Donc là, on voit que ce n'est pas proportionnel au nombre d'électrons, ou plus exactement, c'est proportionnel au nombre d'électrons, moyennant des sections efficaces qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire une proportionnalité du signal par rapport à des grandeurs qu'on peut déterminer. Donc je signale que pour interpréter correctement ces spectres, il faut faire intervenir la chimie théorique. Alors, donc, on va passer maintenant aux applications. Donc, tout d'abord, on va considérer les batteries lithium-ion. Donc, on a vu que pour les batteries au lithium-ion, eh bien, la présence de cette interphase solide-électrolyte est indispensable. Par XPS, eh bien, on va pouvoir suivre sa formation. Alors, tout d'abord, comment accéder à la surface ? Alors, on a un système réel avec des électrodes qui sont plongées dans un électrolyte. Et donc, ce qu'on veut étudier, c'est cette interface, ici, là, cette interphase, plus exactement. Et dans l'électrolyte, eh bien, il y a beaucoup de choses. Donc, bien sûr, il y a des solvants, des ions lithium, des anions, puisque c'est le sel LiPF6. Et puis, il y a également eh bien, toutes les espèces issues des phénomènes de réaction parasites. Donc, il y a des fluorures, des phosphates, des molécules organiques issues de la dégradation du solvant. Et puis, il y a également des protons, etc. Et donc, si jamais on se contente d'extraire l'électrode pour l'analyser par XPS, eh bien, en fait, on va avoir un phénomène de séchage de l'électrolyte et toutes les espèces vont se retrouver concentrées à la surface. Comme notre profondeur d'analyse est d'à peu près 5 nanomètres, eh bien, on ne va pas voir ce qui nous intéresse dessous. Donc, en fait, pour résoudre ce problème, eh bien, on va préalablement eh bien, tremper une électrode qu'on va extraire de la batterie. Et puis, on va diluer l'électrolyte dans différents bains successifs contenant eh bien, l'un des solvants de l'électrolyte de façon à diluer les espèces. Et ensuite, eh bien, on pourra analyser ensuite l'interface par XPS, puisque l'analyse se fait sous vide. Alors là, dans un cas classique de batterie lithium-ion, vous avez une électrode LiCO2 positive, une électrode de graphite, électrode négative. Et lors de la première charge de la batterie, eh bien, on a une montée en potentiel de cette batterie. Alors on peut suivre par XPS, par l'étude des pics de cœur des différents éléments. Ici, le pic du fluor, eh bien, on peut voir qu'au cours de la montée en charge de la batterie, eh bien, on a le signal de LiPF6 qui est accompagné également par la formation d'un composé supplémentaire qui est le fluorure de lithium. Donc là, on a un phénomène de décomposition du sel qui accompagne la formation de la SEI. Avec le pic de phosphore, eh bien, on peut observer quelque chose d'à peu près similaire, avec à côté du pic de LiPF6 la formation d'un pic de phosphate. Du côté du signal du carbone, donc ce signal de carbone est très intéressant parce qu'on peut retrouver toutes les espèces carbonées à la surface. Alors là, on a une vision en parallèle de la morphologie de l'électrode au cours de la charge. Donc au départ, on voit des feuillets graphitiques, c'est un matériau lamellaire. Puis ensuite, ces feuillets graphitiques disparaissent sous la formation de la SEI. On voit que le signal du graphite, qui est majoritaire au départ, eh bien, diminue pour finalement disparaître complètement. C'est-à-dire que l'épaisseur de la couche de passivation va dépasser la profondeur d'analyse de la technique.
Et puis, on voit que différentes composantes apparaissent, avec la formation de carbonates issus de la dégradation des solvants carbonatés, et puis également d'autres espèces organiques. Sur l'électrode positive de l'autre côté, on a un phénomène qui s'apparente un peu, avec une diminution du signal du matériau d'électrode, mais pas de disparition complète, ce qui nous permet de dire que le recouvrement est plus important du côté de l'électrode négative. Alors, c'est quelque chose de très complexe. Hein. À ce stade, on ne peut pas dire que la composition précise de la SEI est résolue. Ce qu'on sait, c'est traduire en termes d'environnement chimique en premier voisin ce qu'on a à la surface. Ici, on a tant de carbone avec un seul oxygène dans leur environnement, tant de carbone avec 2 oxygènes, tant de carbone avec 3 oxygènes, mais on ne peut pas dire telle ou telle espèce. Alors, quand on a un système compliqué, eh bien, on peut le simplifier pour essayer d'aller plus loin. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplifié énormément le problème en remplaçant eh bien, une électrode par tout simplement une électrode en acier inoxydable. En face, on met du lithium. Donc, on fait une décharge, ce qui va avoir pour effet de faire baisser le potentiel électrochimique de cette électrode. Lorsque son potentiel va s'approcher de zéro, eh bien, on va avoir dépôt d'espèces, un petit peu comme à la surface d'un graphite lors de sa lithiation, sauf qu'ici, on a énormément simplifié le problème. Alors, lors d'une première décharge, eh bien, on a la signature XPS en carbone de la surface qui a cette allure-là, et puis au bout de 500 cycles de charge et décharge, ce profil se modifie. Donc là, le système est beaucoup plus simple, donc on va pouvoir essayer de savoir précisément qu'est-ce qu'on a déposé. Donc pour ça, eh bien, on peut utiliser les spectres de valence pour aller plus loin dans la détermination des espèces. Alors les spectres de valence sont ici. Donc ici, si vous comparez les pics de Kerr, donc les spectres standards, on va dire, XPS du carbone, de différents composés de référence, donc différents carbonates, carbonate de lithium, méthylcarbonate de lithium, éthylcarbonate de lithium, et puis un polymère, le polyéthylène oxyde. Et puis leur spectre de valence, on voit que ces spectres de valence sont très très différents. Vous avez dans ces différentes zones une zone en énergie de liaison caractéristique des liaisons carbone-carbone, et puis ici une zone caractéristique des groupements carbonates. Alors ces spectres de valence peuvent servir de signature pour lever une indétermination sur une interprétation. Alors, après un cycle, ou plutôt après une première décharge, voilà le spectre de valence expérimentale auquel il faut retrancher les espèces identifiées qui sont Li2CO3 et LiF. Et en fait, quand on fait la somme eh bien, de ces deux espèces, eh bien, on a une somme donc, simulée comme ça qui est extrêmement proche du spectre expérimental, ce qui permet de conclure ici de façon sans ambiguïté eh bien, qu'à la surface, on a un mélange de carbonate de lithium et de LiF. Donc lors de la première décharge, lors de la première descente en potentiel, on a une composition relativement simple à la surface. Après 500 cycles de charge et décharge, le profil a varié. Donc là, on peut identifier eh bien, encore ce composé LiF qui est issu de la dégradation du sel. Et puis ici, un méthylcarbonate de lithium. Lorsqu'on fait la somme de ces deux spectres de référence, eh bien, on a un spectre qui est extrêmement proche, là encore, du spectre expérimental, ce qui permet de dire que au cours des cycles de charge et décharge, eh bien, on a transformation de ce liquide de CO3 en méthylcarbonate de lithium avec une accumulation progressive de ce composé à la surface de l'électrode. Donc, dans un système modèle comme celui-là, c'est relativement bien interprétable, on va dire, mais bien entendu, on a un système simplifié. Alors, cette interface électrolyte solide est tellement importante pour le bon fonctionnement de la batterie que on va en général rajouter des additifs d'électrolyte à quelques pourcents pour favoriser une très bonne formation de cette ESEI. Donc on appelle ça des additifs de formation. Si on ne le fait pas, eh bien, au bout d'un moment, on voit chuter la capacité de la batterie au cours des cycles. Alors l'un des additifs d'électrolyte qu'on peut utiliser, c'est par exemple le carbonate de vinylène, c'est sans doute le plus connu. Son efficacité est reconnue. Par contre, une certaine incertitude persistait, à l'époque où on a fait cette étude, sur les mécanismes exacts d'action. Bon, il est censé se polymériser grâce à cette fonction vinyle qui est sur la molécule, mais par quel mécanisme exactement? Alors, en fait, quand on compare ici deux électrodes de graphite qui ont été cyclées, l'une sans présence d'additifs et une avec 2% de carbonate de vinylène, eh bien, on voit qu'à la fin de la charge, eh bien, on a une signature complètement différente dans cette zone. Donc, cette zone, c'est la zone des carbonates. Donc ici, eh bien, pour former la SEI, on est obligé de consommer les carbonates
de l'électrolyte, c'est-à-dire les carbonates, les solvants. Donc on est obligé de réduire les solvants pour former la SEI. Et on voit qu'avec un additif, eh bien, il y a beaucoup moins de carbonates inorganiques qui sont issus de la réduction des solvants. Et par contre, on a apparition de carbonates qui apparaissent à une énergie de liaison différente, donc qui ne sont pas rattachés à du lithium. L'énergie de liaison est plus haute. Et donc ici, on a des carbonates organiques qui apparaissent. Alors pour aller plus loin sur l'identification de ces espèces, alors autre effet également, la SEI est plus fine. Elle est plus fine puisqu'on voit encore le signal de l'électrode. Et donc c'est exactement ce qu'on recherche en fait, une SEI qui soit plus fine pour mieux laisser passer les ions lithium, mais également plus stable pour que sa stabilité soit garantie au cours d'un long cyclage. Alors pour aller plus loin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cyclé une électrode dans un électrolyte renforcé en additif, c'est-à-dire carrément avec 100% d'additif en tant qu'électrolyte. Alors ça ne cycle pas longtemps, mais par contre l'avantage, c'est qu'on arrive à concentrer l'espèce qu'on recherche dès le premier cycle. Et on a comparé ceci avec un polymère de référence, qui est un polycarbonate de vinylène. On a une assez bonne correspondance, mais pour aller plus loin, on va quand même exploiter les spectres de valence. Alors l'intérêt des spectres de valence, c'est qu'ils sont relativement faciles à simuler pour des espèces moléculaires. Alors pour des espèces moléculaires, la structure électronique, eh bien, elle peut être modélisée par le modèle de combinaison linéaire d'orbitales atomiques. Donc, les orbitales moléculaires sont des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques. On peut calculer ces coefficients et les énergies associées des orbitales moléculaires. À partir d'un modèle, on peut calculer les intensités des spectres XPS avec un modèle dit de Gelius qui fait intervenir eh bien, une composante angulaire parce que la spectroscopie photoélectronique va dépendre de l'angle. Lorsqu'on choisit bien l'angle dans le dispositif expérimental, ceci disparaît. Et en fait, les intensités d'un spectre de valence peuvent être très simplement exprimées par les coefficients des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques et les sections efficaces atomiques de photoionisation. Alors ça permet eh bien, de simuler des spectres en rajoutant un élargissement spectral également, qui sont très proches de l'expérimental. Donc vous avez ici l'un des solvants couramment utilisés dans les batteries, le carbonate d'éthylène, le spectre de valence expérimental, le spectre de valence calculé, et vous avez l'interprétation grâce à la chimie théorique, avec chaque orbitale moléculaire occupée. Alors chaque pic, c'est une ou plusieurs orbitales moléculaires, donc ici seulement certaines ont été tracées. Alors ceci, eh bien, on l'utilise pour le cas qui nous intéresse, pour rechercher le polymère qui se forme à la surface de l'électrode. On a ici le spectre de valence du polymère qu'on a synthétisé, celui-là. Ici, le calcul qui montre une bonne correspondance entre les deux. Et puis ici, notre spectre de valence expérimental à la surface de l'électrode. On retire les composés qui sont identifiés, des restes de sel, toujours ce composé de décomposition du sel de LIF. Lorsqu'on retranche ces deux espèces, on a ce spectre de valence, voilà, et on peut le comparer eh bien, au spectre de valence du polymère pur avec quelque chose de relativement proche. Alors, il n'est pas tout seul à la surface de l'électrode, donc il n'y a pas une correspondance parfaite, mais une correspondance qui est quand même relativement proche. Si on compare aux autres hypothèses possibles de formation de polymères à partir de cet additif, donc ça c'est un autre polymère possible par exemple, eh bien, le spectre de valence est complètement différent. Cette espèce-là ne peut pas être isolée ou très difficilement par la synthèse directe, donc là seul le calcul permet de simuler son spectre de valence. Donc ceci permet eh bien, de lever le doute sur le mécanisme de formation de l'additif et sur son mécanisme d'action pour améliorer la cyclabilité des batteries. Alors je vais passer maintenant, toujours dans les batteries lithium-ion, aux électrodes négatives alternatives. Alors le graphite est un très bon matériau d'électrode négative, mais il est limité par sa capacité. C'est-à-dire que pour 6 atomes de carbone, on ne peut insérer qu'un seul atome de lithium, ou en tout cas réversiblement. Alors il existe des alternatives, notamment avec les matériaux d'électrode à base d'alliage, c'est-à-dire des alliages qui vont se former avec le lithium au cours de l'insertion du lithium. Alors les avantages, c'est qu'on peut réagir avec beaucoup plus d'atomes de lithium, notamment le silicium permet des capacités qui sont en gros 10 fois plus fortes que le graphite. Alors bien entendu, il y a des inconvénients, c'est que ceci s'accompagne d'une très grande expansion volumique lors de la lithiation, et lors de la délithiation, eh bien, on va avoir une contraction, et la SEI, donc, qui est indispensable pour un bon fonctionnement de la batterie, eh bien, elle va subir des dommages. Elle va notamment laisser à nu certaines parties d'électrode, donc lors de la charge suivante,
eh bien, cette SEI va se reformer en reconsommant de l'électrolyte. À chaque fois, ce sont des réactions parasites qui consomment du lithium, et donc c'est une perte. Voilà. Donc ici, vous avez une visualisation de ce qui se passe sur une électrode. Hein, au départ, une lithiation, donc il y a l'expansion volumique qui n'est pas forcément évidente à voir. Lors de la délithiation, on a cette contraction, et donc ici, apparition de fissures. Alors, on s'intéresse aux mécanismes interfaciaux à la surface de cette électrode de silicium, avec ici l'évolution du signal XPS au cours de la lithiation. Donc on insère le lithium, il va y avoir formation de la couche de passivation, la SEI, et ceci se traduit par une chute du signal XPS du silicium, silicium 2P. Alors cette chute, elle s'explique tout simplement parce qu'on va recouvrir ici l'électrode de silicium par une SEI qui ne contient pas elle-même de silicium, puisque c'est les produits de dégradation du solvant et du sel. Donc c'est carboné, enfin il y a des espèces carbonées et des espèces inorganiques. Donc le signal du silicium chute. Et dans le même temps, eh bien, on peut suivre ce qui reste du signal de silicium, donc son intensité chute, mais on peut encore le mesurer. Et ce signal de silicium eh bien, va beaucoup changer au cours de la lithiation. Donc au départ, bien sûr, le silicium est recouvert d'une fine couche d'oxyde, c'est la couche dite native d'oxyde à la surface de l'électrode. Et lorsqu'on insère le lithium, donc ici on descend dans la courbe de décharge, eh bien on va avoir formation de cet alliage qui nous intéresse, puisque c'est lui qui est à l'origine de la très grande capacité massique. Donc ici on a une chute vers les basses énergies de liaison liées à l'alliage avec le lithium, hein, donc atome très peu électronégatif ou très électropositif si vous préférez. On a encore cette couche d'oxyde qui persiste, et puis on a également la formation d'un composé supplémentaire qu'on a pu identifier par synthèse directe. En fait, il s'agit de la réaction de l'oxyde de surface avec le lithium pour former des espèces silicium-lithium oxydé, Li4, SiO4. Alors, on s'intéresse également à la répartition spatiale de ces espèces. Alors, ici, on a également dans le même temps formation de Li2O. Donc, on a un mécanisme de réaction avec le lithium, SiO2 plus Li donne Li2O plus LiXSi. Quelle est la répartition spatiale de ces espèces? Alors pour cela, on a la possibilité de faire varier la profondeur d'analyse en XPS. Alors dans les manips de laboratoire, l'énergie, c'est celle qui est communément utilisée, celle de la source d'aluminium. Mais on a à notre disposition des grands instruments que sont les synchrotrons, sur lesquels on peut faire de l'XPS en changeant l'énergie, soit la diminuer, soit l'augmenter. Alors ici notamment, je vais vous présenter des résultats qui ont été obtenus dans un synchrotron en Suède et l'autre en Allemagne. Et en changeant les énergies des photons incidents, on peut soit diminuer la profondeur d'analyse, soit au contraire l'augmenter. Et donc on peut exalter ou diminuer la signature des espèces en fonction de leur répartition spatiale, plus surfacique ou plus en cœur. Donc ici notamment, la couche d'oxyde est très exaltée lorsqu'on diminue la profondeur d'analyse. Alors si on revient à notre matériau, et qu'on fait changer la profondeur d'analyse. On a ici donc la couche d'oxyde natif sur le matériau de départ, qui est très faible pour les grandes énergies. Et lorsqu'on insère le lithium, on peut voir qu'à haute énergie, on voit beaucoup plus la signature de l'alliage. Au contraire, l'oxyde de surface est très faible. Et si au contraire, on a une profondeur d'analyse très faible, on ne voit plus du tout le cœur du matériau qui constitue le mécanisme électrochimique intéressant pour l'application, mais au contraire, on va voir les espèces de surface. Et donc, en fait, ceci nous permet de préciser le mécanisme d'insertion du lithium au niveau du matériau dans sa globalité, c'est-à-dire incluant à la fois le cœur du matériau et puis l'interface. Donc, on a formation de la SEI qui recouvre le matériau, et puis dans cette couche qui va être cette couche d'oxyde à la surface du matériau, on a formation d'oxyde de silicium lithié et puis également de Li2O. Et à la fin de la décharge, on a la formation de l'alliage qui est complète. Alors, au cours des cycles de charge et de décharge, on observe malgré tout une baisse de capacité. Donc ici, une perte de capacité de ce matériau. Et lorsqu'on suit le signal du silicium de ce matériau, on voit également un changement, c'est-à-dire qu'après 10 cycles, 50 cycles, 100 cycles, on voit une disparition progressive de la signature de l'oxyde pour voir une signature à plus haute énergie de liaison, donc avec un environnement de plus en plus électronégatif. Donc ici, c'est la signature du fluor. Donc on a une fluoration progressive de l'environnement du silicium au cours des cycles de charge et de décharge.
Alors ceci s'interprète relativement facilement. C'est qu'on a du fluor dans le milieu, production de HF, donc on a une fluoration de l'oxyde de silicium par HF dans le milieu. Alors là encore, on s'intéresse à la répartition spatiale de ces espèces. Donc en faisant varier l'énergie de liaison, l'énergie incidente des photons, on peut augmenter ou diminuer la profondeur d'analyse. Donc à grande profondeur d'analyse, on voit l'alliage se former, et puis on a ici l'oxyde et le fluorure. Et puis, à très faible profondeur d'analyse, on n'a plus que l'oxyde et le fluorure, mais on voit que le fluorure va se retrouver à l'extrême surface. Donc, ceci permet de préciser, au cours du cyclage, la morphologie, la répartition spatiale en surface et en cœur des différentes espèces à l'interface, avec ici du silicium, de l'oxyde de silicium lithié, ici du silicium en environnement mixte, oxygène et fluor, au cours du cyclage. Alors, cette fluoration n'est pas sans conséquence, parce que le silicium, pour fonctionner, utilise un liant d'électrodes. Le liant polymère a pour fonction d'amortir en fait, les changements volumiques. C'est cette expansion volumique très forte, en fait. Sans un liant polymère avec des propriétés élastiques, les propriétés d'élastomère, il ne pourrait pas fonctionner. Alors, on utilise en général ce liant, la carboxyméthylcellulose. Et ce liant, différents mécanismes d'accroche du liant à la surface des particules de matière active ont été proposés. Notamment, ils font intervenir souvent cette couche de surface d'oxyde. Donc, bien entendu, si on fluore cette couche oxyde de surface, on imagine bien que le rôle du liant peut en être perturbé. Alors, de là, on a essayé de cycler du silicium avec un autre sel produisant moins de HF et donc conduisant à moins de fluoration. Alors effectivement, quand on remplace LiPF6 par un sel comme LiFSI, qui est un sel qui produit beaucoup moins de HF, en comparant les analyses des surfaces de ces électrodes dans les mêmes conditions, on peut voir qu'on n'a plus du tout cette signature du fluorure et on n'a plus que de l'oxyde, même après 100 cycles, ce qui peut expliquer que la décroissance de la capacité au cours du cyclage est moins forte dans ces conditions. Mais attention, le changement de sel ne résout pas tous les problèmes, parce que LiPF6, s'il est universellement utilisé aujourd'hui, c'est qu'il a aussi beaucoup d'avantages. Alors, je vais passer maintenant à des exemples dans les systèmes dits post-lithium-ion, c'est-à-dire les systèmes du futur, notamment ici le système tout solide, qui a été donc bien présenté par Jean-Marie Tarascon avant, dans lequel on a beaucoup de problèmes d'interface. Alors ici, voici un schéma d'un accumulateur tout solide massif, avec une électrode positive, un électrolyte, une électrode négative. Donc ici, le principe, c'est que l'électrolyte est solide. Alors comme l'électrolyte doit véhiculer les ions lithium dans toute la masse de la batterie, quand on a un électrolyte liquide, en fait, on a des électrodes poreuses qui sont mouillées par l'électrolyte. Ici, le terme de mouillabilité ne s'applique pas. Donc pour avoir cet accès à l'ensemble de la batterie, l'électrode positive va devoir en réalité inclure des particules de matière active positive et également de l'électrolyte en concentration ou en proportion massique qui est loin d'être négligeable. Et puis on a également des fibres de carbone ou du noir de carbone qui va assurer la conduction électronique dans toute la masse de l'électrode. Donc ici on a un compartiment électrolyte pur, ici un compartiment électrode positive mais contenant également de l'électrolyte, et puis ici une électrode de lithium. Alors ces systèmes ont beaucoup d'avantages, notamment en termes de sécurité. Bien entendu, il n'y a pas d'électrolyte inflammable. Au niveau des températures d'utilisation, puisqu'on n'est pas limité par les températures d'ébullition des électrolytes organiques. Également à très basse température, puisqu'à température extrêmement basse, ça ne va pas geler non plus. Et puis, on peut stocker plus d'énergie grâce à l'utilisation du lithium métal à condition de maîtriser les phénomènes de dendrite. Et puis également, ces systèmes permettent une certaine densification dans leur architecture qui permet d'augmenter la densité d'énergie. Mais malheureusement, on a énormément de problématiques d'interface et ce ne sont pas les mêmes que dans les batteries lithium-ion classiques. Alors tout d'abord, le contact mécanique entre solides peut être difficile à maintenir. Et puis, on a une certaine réactivité chimique et électrochimique entre les matériaux. Alors, dans les différents électrolytes solides, on a un électrolyte qui a fait beaucoup parler de lui,
c'est celui-là, hein, un verre sulfure à base de germanium, phosphore et de lithium, dont la conductivité ionique était égale à celle des électrolytes liquides à température ambiante. Malheureusement, on s'est aperçu rapidement que ce type d'électrolyte avait une certaine réactivité vis-à-vis du lithium métallique. Alors notamment, les auteurs qui ont mis en évidence ce type de matériaux, eh bien, ont montré également qu'on avait une forte augmentation d'impédance à la surface de l'électrode de lithium au cours des cycles de charge et de décharge. Et on peut suivre par spectroscopie d'impédance électrochimique l'augmentation de la résistivité de cette interface. Alors, vous aurez la spectroscopie d'impédance qui sera très bien présentée par Sylvain Franger lundi prochain, 18 février. Donc, je vous invite à suivre son séminaire. Alors, pour ce qui me concerne, je vais présenter les travaux en XPS, donc des travaux qui ont été montrés par des collègues en Allemagne de l'université de Gießen, et qui ont suivi in situ dans une chambre d'analyse XPS la réactivité de cet électrolyte avec le lithium métallique. Alors, leur dispositif était assez astucieux, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé un système qu'on utilise fréquemment dans une chambre XPS, qui est un canon à ion argon, qu'on utilise d'habitude pour décaper une surface, pour la nettoyer, pour la creuser de façon contrôlée. Donc eux, en fait, ils l'ont tourné vers un échantillon de lithium qui s'est vaporisé et qui ensuite a redéposé sur l'échantillon des couches d'épaisseur croissante à la surface de l'échantillon. Et donc ils ont suivi les signaux XPS de l'électrolyte solide, soufre, germanium et phosphore, au cours du dépôt de cette fine couche de lithium métallique. Et quand on détaille l'analyse, pour le germanium, on voit apparaître des signatures d'espèces réduites, signature de l'alliage du lithium avec le germanium, pour le phosphore également, et pour le soufre également. Donc finalement, la conclusion, c'est que cet électrolyte, bien qu'il ait une très très bonne conductivité ionique, ce qui est indispensable pour l'application, il a une réactivité très forte avec le lithium pour donner des espèces réduites, Li3P, Li2S, etc., etc. Ces espèces sont isolantes, et donc on a augmentation de l'impédance à l'interface. Alors, qu'en est-il de l'électrode positive? L'électrode positive est réputée moins réactive. Mais malgré tout, lorsqu'on regarde un électrolyte comme Li2S, P2S5, donc il s'agit d'un verre dont on peut bien changer les proportions entre les deux constituants principaux, qui est un très bon électrolyte solide du point de vue de la conductivité ionique, on s'aperçoit qu'on a une certaine réactivité entre les deux, avec la formation d'une interphase entre le matériau d'électrode positive et l'électrolyte solide. Alors, on peut détailler un peu plus cette réactivité. Alors, on s'est intéressé à un électrolyte solide relativement proche, mais avec la présence d'ion chlorure à l'intérieur. Donc, il s'agit de l'argyrodite, qui est un chlorure de formule Li6PS5Cl, qui présente une bonne conductivité ionique, et dont on voulait étudier justement la réactivité vis-à-vis de matériaux d'électrode positive. Donc on a étudié ce genre d'architecture avec un alliage lithium-indium pour diminuer la réactivité entre l'électrolyte solide et le lithium, et puis en utilisant différents matériaux d'électrode positive, dont LiCO2, un oxyde lamellaire utilisant les trois métaux de transition nickel, manganèse et cobalt, et puis également LiMn2O4, qui n'est pas un métal, qui n'est pas un oxyde lamellaire, mais tridimensionnel. Alors, pour étudier les interfaces, comme c'est un échantillon qui est tout solide, ça présente quelques avantages, c'est-à-dire qu'on peut le fracturer, en fait, de manière mécanique, et découvrir en fait ce qu'il y avait à l'intérieur du matériau en découvrant les interfaces. Alors, comme il s'agit de mélanges qui sont obtenus pressés à froid, en fait, les particules peuvent se séparer les unes des autres. Et lorsqu'on fracture sous vide, on ne va pas casser les particules, mais en réalité, on va les séparer et découvrir en fait, les interfaces qui existaient entre elles. Alors, lorsqu'on étudie ce qui se passe après cyclage à l'intérieur du compartiment électrolyte solide, on s'aperçoit qu'il y a relativement peu de différence par rapport au système de départ. Donc l'électrolyte solide contient un tout petit peu d'Li2S, c'est parce qu'on l'utilise pour sa synthèse, il en reste un tout petit peu. Donc après cyclage, on en trouve encore.
le signal du phosphore n'a pas changé, le signal du chlore n'a pas changé, le signal du lithium n'a pas changé. Donc en fait, on ne voit pas de changement au niveau chimique sur cet électrolyte. Donc c'est plutôt rassurant parce qu'on n'attend pas de réactivité chimique de l'électrolyte au sein du compartiment électrolyte. Il en est tout à fait différemment de l'électrolyte dans le compartiment électrode positive. Donc là, c'est toujours l'électrolyte qu'on regarde, puisqu'on regarde le signal du soufre et du phosphore, qui sont des éléments totalement absents du matériau actif d'électrode positive. Donc on voit qu'après un certain nombre de cycles, donc avec les différents matériaux analysés, eh bien, on a des signatures supplémentaires au niveau du soufre qui apparaissent. Tout d'abord, disparition du Li2S, ce qui traduit plutôt une oxydation, et puis apparition de composantes oxydées, donc on augmente l'énergie de liaison, donc ça traduit une augmentation du degré d'oxydation moyen de l'élément, avec apparition d'espèces type Li2SN, c'est-à-dire type polysulfure, ou P2SX, et également apparition de soufre élémentaire. Alors ceci, eh bien, c'est intéressant parce que ça montre que l'électrolyte, qui devrait être totalement inerte, eh bien, en réalité, il est oxydé dans le compartiment électrode positive. Et ça présente quelques analogies avec le système lithium-soufre, dont je parlerai un petit peu par la suite également. Voilà. Et puis on a également des phosphates qui sont formés, et également quelques sulfates. Alors si on détaille ce mécanisme en regardant à différentes profondeurs à l'intérieur de la batterie, eh bien, en fait, il y a une certaine inhomogénéité de ce mécanisme d'oxydation en fonction de la profondeur. C'est-à-dire que proche de la surface, eh bien, on voit pas, à l'extrême surface, on ne voit pas la formation de soufre élémentaire, par exemple. Par contre, quand on creuse, eh bien, on a de plus en plus de soufre élémentaire, ce qui montre eh bien, que la distribution du courant n'est pas homogène. Et ces mécanismes parasites d'oxydation de l'électrolyte eh bien, dépendent de la profondeur, c'est-à-dire de l'écartement par rapport au collecteur de courant qui va se trouver à la surface de l'électrode. En parallèle, on a au niveau du chlore eh bien, la formation de chlorure de lithium qui est relativement facilement interprétée. Et donc finalement, eh bien, on a des mécanismes de ce type avec un électrolyte solide qui s'oxyde pour former du chlorure de lithium, du soufre élémentaire, des polysulfures et ce genre d'espèces. Donc on a effectivement un problème de réactivité chimique de ce type de matériaux au contact des matériaux d'électrode positive. Alors ceci, eh bien, on peut le compléter par une étude par spectroscopie d'électrons au G. Alors c'est une spectroscopie qui est un petit peu sœur par rapport à la spectroscopie XPS. On détecte également des électrons, sauf qu'ici, l'excitation n'est pas la même. On n'envoie pas de photos de faisceaux de photons, mais des faisceaux d'électrons. Donc l'avantage, c'est la résolution latérale qui est bien meilleure. Donc ça permet d'imager en fait les éléments à la surface de l'électrode. Donc sur l'électrode de départ, lorsqu'on prend par exemple ce matériau actif au départ, eh bien, on peut très clairement distinguer les particules de matière active, ici en clair, et puis les particules d'électrolyte solide, ici avec un code couleur. En rouge, il s'agit du matériau actif, et en bleu et en vert, il s'agit de l'électrolyte solide. Ça, c'est au départ. Après un certain nombre de cycles, on voit qu'il n'y a plus correspondance entre ces différents éléments. Et en fait, on ne peut plus aussi bien distinguer les particules de matière active et l'électrolyte, tout simplement parce qu'on a des zones qui vont être riches en chlore, mais sans soufre, alors qu'au départ, l'électrolyte solide contenait les deux. Et en fait, tout simplement, ceci correspond à la formation de LiCl. Donc avec ce type d'analyse complémentaire, eh bien, ça vient confirmer ce qu'on avait vu par XPS. Alors finalement, c'est quoi la solution? La solution, c'est utiliser des revêtements de surface pardon, par exemple à la surface des particules de matière active positive, pour diminuer cette réactivité interfaciale et permettre de mieux cycler. Alors, je vais maintenant montrer un autre exemple dans les batteries lithium-soufre. Alors, les batteries lithium-soufre sont un système complètement différent des batteries lithium-ion. Leur avantage, c'est qu'elles ont une très forte densité d'énergie massique et pour un coût très réduit parce que le soufre coûte relativement peu. Alors, les différences sont nombreuses. On a le soufre élémentaire qui va être réduit en polysulfure, puis également en espèces radicalaires, et qui vont être solubles dans l'électrolyte. Donc en fait, les espèces qui sont électrochimiquement actives, au lieu d'être dans une phase solide, elles vont être en réalité en phase liquide. Et en phase liquide à l'intérieur des porosités de l'électrode positive. Donc en fait, ici, la notion de matériau d'électrode n'a pas vraiment la même signification. Alors du coup, les problèmes d'interface ne seront pas du tout les mêmes. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème?
on a différents problèmes, notamment c'est que ces espèces électrochimiquement actives, eh bien, elles ne vont pas forcément rester à l'intérieur de l'électrode, mais elles vont avoir tendance à voyager. Et donc, évidemment, ça va être une perte, parce que pour être électrochimiquement active, il faut qu'elles restent à l'intérieur des porosités. Et puis, on va avoir un phénomène de navette redox, c'est-à-dire que ces espèces peuvent éventuellement diffuser ou migrer jusqu'à l'électrode négative, y être réduites par contact direct, et ensuite, eh bien, revoyager de l'autre côté pour, donc on a un phénomène de navette, oxydation, réduction, et tout ça correspond à une perte de capacité pour la batterie. Et puis on a également dépôt de Li2S, qui est une phase isolante qui va contribuer à une augmentation de l'impédance. Alors dans les différentes solutions qui sont proposées et à l'étude à l'heure actuelle, parce que ces systèmes sont très loin de pouvoir être commercialisés, on tente de contenir les polysulfures à l'intérieur des porosités de l'électrode, donc par des phénomènes d'encapsulation ou de nanostructuration. Et on peut essayer également de bloquer leur migration ou diffusion vers l'électrode de lithium pour empêcher leur réduction à la surface de l'électrode de lithium. Est-ce que j'ai beaucoup de temps encore? 5 minutes. Bon, alors je vais un peu raccourcir. Donc en fait ici, comme ce qui nous intéresse, c'est des espèces qui sont à l'intérieur de la phase liquide, on va procéder différemment. Au lieu de rincer les électrodes dans différents bains, eh bien en fait, c'est beaucoup plus simple, hein, il suffit de les analyser sans les rincer, puisque les espèces sont dans la phase liquide. Alors, je vais montrer un exemple direct. Voilà. Alors, une des façons d'empêcher la migration ou la diffusion vers l'électrode négative, eh bien, c'est d'utiliser une membrane sélective qui va laisser passer les ions lithium, mais qui va bloquer en fait, les espèces polysulfures. Alors, un exemple de matériau qu'on peut utiliser, eh bien, c'est par exemple un graphène fonctionnalisé. Hein, donc ici, un fluorure d'oxyde de graphène préalablement réduit. Et on va utiliser cette membrane comme bloqueur de polysulfure. Alors, on a une certaine amélioration de la rétention de capacité au cours de cyclage. Et donc, nous nous sommes intéressés aux mécanismes d'action pour vérifier que les mécanismes étaient bien les bons. Alors, à la surface de l'électrode positive, eh bien, lorsqu'on utilise un séparateur en fibre de verre standard, hein, donc totalement perméable à tout type d'ion, et un séparateur dans lequel on a inclus cette membrane sélective, eh bien, on voit qu'à la fin de la lithiation, on a relativement peu de différence. Par contre, à la fin de la délithiation, eh bien, on voit qu'on a mieux récupéré le soufre élémentaire à la fin de la délithiation par rapport à un dispositif n'utilisant pas cette membrane. Donc on a une meilleure efficacité, une meilleure réversibilité du processus redox concernant le soufre à l'intérieur de l'électrode positive. Maintenant, du côté de l'électrode négative, eh bien, à la fin de la décharge, eh bien, on voit que quand on n'utilise pas cette membrane sélective, on a beaucoup plus de Li2S, qui est une espèce qu'on veut absolument éviter à la surface de l'électrode de lithium. Alors, on n'a même pas du tout de Li2S à la surface de l'électrode de lithium. Par contre, on a quand même quelques espèces qui ont réussi à voyager. Donc, le séparateur a une certaine efficacité, même si cette efficacité n'est pas totale. Alors, je vais terminer par un dernier exemple dans les batteries du futur, là encore, hein, donc les batteries lithium-air. Alors, les batteries lithium-air, leur fonctionnement est encore très très différent. Hein, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir des batteries qui, du côté de l'électrode négative, vont donner lithium donne Li+, plus électrons. Les ions lithium vont voyager à travers l'électrolyte. Et puis, du côté de l'électrode positive, ils vont réagir avec l'oxygène de l'air, hein, l'oxygène atmosphérique, pour former eh bien, des espèces comme celle-ci, c'est-à-dire peroxyde de lithium, avec également formation d'espèces intermédiaires comme O2- ou LiO2, hein, qui sont des superoxydes, et qui sont des espèces eh bien, qui, malheureusement, sont extrêmement oxydantes. Alors, ces systèmes sont, là encore, très très loin de l'application aujourd'hui. Hein, il y a de nombreux problèmes, notamment d'oxydation des électrolytes. Hein, les électrolytes organiques sont très sensibles à ce type d'espèces. Il y a peu de solvants qui sont susceptibles de servir d'électrolyte pour ces systèmes-là. Alors, l'un des solvants qui pourrait être envisagé, c'est l'acétonitrile, qui a été identifié comme parmi les solvants résistants vis-à-vis de l'oxydation. Alors donc là, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir si effectivement eh bien, ce solvant résiste à l'oxydation. Alors la difficulté d'étudier un tel système, c'est qu'on a un système eh bien, qui fonctionne avec une pression partielle de gaz. Alors des auteurs de l'université de Moscou, ici,
eh bien, ont utilisé un dispositif expérimental de spectroscopie XPS tout à fait intéressant, hein, qui s'appelle l'XPS à pression proche de l'ambiante, ou Near Ambient Pressure XPS, donc NAP XPS. Donc ici, en fait, le principe, c'est qu'on va pouvoir étudier l'échantillon, non pas sous ultravide, mais avec une certaine pression ambiante. Hein. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop élevée, donc au maximum, ça sera une vingtaine de millibars. Et puis, on a le détecteur XPS ici, qui, par un pompage différentiel très très fort, eh bien, va créer des conditions d'ultravide à l'intérieur du détecteur, et finalement, les photoélectrons n'auront qu'un trajet très très faible en présence de matière, ce qui fait qu'ils vont quand même réussir à traverser. Et donc, à partir de là, eh c'est un système de détection tout à fait normal en XPS. Donc, ça permet d'étudier les systèmes sous une pression partielle de gaz, et c'est quelque chose qui est très utilisé dans le monde de la catalyse. Donc là, les auteurs de l'Université de Moscou eh bien, ont réalisé ce dispositif expérimental avec une électrode de lithium, un électrolyte solide laissant passer les ions lithium, et puis ici, une électrode positive de graphène qui va réagir avec les ions lithium et la pression partielle d'oxygène, et puis également une certaine pression partielle de CH3CN, d'acétonitrile, censé représenter le solvant susceptible de s'oxyder éventuellement. Et donc, ce qu'ils ont montré au cours de la décharge de la batterie, donc au cours de la baisse de potentiel de l'électrode de graphène, c'est qu'effectivement, eh bien, la signature de l'acétonitrile s'accompagne de la signature d'une espèce oxydée à la surface de l'électrode. Donc effectivement, c'est la preuve que, malgré tout ce qu'on a pu dire, eh bien, cet acétonitrile est un solvant qui est susceptible de s'oxyder avec les espèces formées lors de la décharge d'une batterie lithiumère. Voilà. Eh bien, voici la conclusion de mon intervention. Donc, finalement, eh bien, les interfaces électrode-électrolyte dans les batteries sont quelque chose de très important et pour lesquelles la spectroscopie XPS a permis un apport considérable dans la compréhension des phénomènes, bien que beaucoup de choses restent à comprendre. Il est possible d'approfondir l'interprétation grâce eh bien, à l'utilisation de la chimie théorique. Hein, notamment, j'en ai montré quelques exemples pour l'interprétation des spectres de valence. Donc, malgré tous ces progrès, un grand nombre de phénomènes restent à expliquer, d'où le terme de mystère des interfaces. Hein, toutes les chimies de batterie sont concernées, hein, y compris les systèmes du futur, pour lesquels beaucoup d'améliorations restent à apporter. Et heureusement, nous avons devant nous de nombreuses améliorations au niveau des dispositifs expérimentaux qui sont à notre disposition, notamment avec tous les développements qui sont faits aujourd'hui au synchrotron. Et un des développements très importants qui seront réalisés dans le futur, ce sont les analyses in situ, hein, pour se rapprocher eh bien, des conditions opérationnelles de la batterie. Voilà. Et je terminerai en remerciant les personnes ou organismes qui ont contribué à ces travaux, mes collègues de l'IPREM-APO qui sont impliqués dans les thématiques de stockage électrochimique de l'énergie, bien entendu les doctorants et postdoctorants qui ont contribué aux travaux présentés aujourd'hui, les réseaux français et européens sur le stockage électrochimique de l'énergie, les organismes financeurs, notre région qui est responsable de l'achat de nos appareils expérimentaux, et puis les collègues universitaires ou industriels qui ont contribué aux travaux présentés aujourd'hui. Je vous remercie.